Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour cette première édition de la semaine. Voici les titres de ce lundi 13 novembre. Elle a ouvert ses portes l'an dernier, mais a été inaugurée aujourd'hui par le prince Albert II. Présentation ce soir de la British School of Monaco, une école anglaise privée qui accueille des élèves de 5 à 11 ans. Leurs univers sont variés, mais ils parlent le même langage, celui de la haute gastronomie. Le dîner de gala du Festival des Étoilés Monte-Carlo aura tenu toutes ses promesses en offrant un moment suspendu, un souvenir rare et délicieux à déguster dans ce journal. Nous évoquerons la vision du tourisme en principauté et la place de Monaco sur la scène internationale avec le directeur du tourisme des congrès, Guy Antonielli. Puis vous en saurez plus sur la conférence de Raphaël Doublié donnée à l'occasion des commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III, une conférence sur la musique. Et enfin, Olivier Duverger-Vanek sera notre invité en fin de JT. Il présente ce mardi sur la scène du théâtre Princesse Grace, Seule, une pièce émouvante qui parle de solitude. Je vous le disais en titre, ouverte l'an dernier, la British School of Monaco a officiellement été inaugurée par le prince Albert II ce lundi matin. Vanessa Dessier et Thomas Deus vous présentent cette école primaire privée anglophone. Moins d'une centaine d'élèves âgés de 5 à 11 ans a choisi la British School of Monaco. Les enfants bénéficient d'un programme éducatif britannique fondé sur des principes d'excellence académique, de diversité culturelle déjà proposés dans 160 pays. L'inauguration officielle en présence du souverain marque ainsi une étape majeure et symbolise l'engagement de l'école dans la communauté monégasque. Justement, c'est la première école anglophone en principauté, donc nous avons voulu apporter une offre complémentaire au système éducatif existant et en fait ça complémente parfaitement ce qui existe déjà en principauté par ce système justement britannique qui permet aux enfants d'avoir un enseignement pas bilingue mais multilingue en anglais avec encore une fois un fort accent sur l'acquisition de français. La fondatrice Olena Sullivan-Prikotko, ancienne présidente de la Jeune Chambre économique de Monaco en 2018 et vice-présidente de la JCI en 2021, souhaite garder sa petite école à taille humaine, même si le futur s'annonce prometteur. Nous avons pas mal de demandes pour le secondaire et nous avons des enfants qui finissent le cycle du primaire. Donc l'école primaire va rester toujours petite, elle va rester toujours ici. La capacité c'est de 96 personnes et nous n'avons pas d'ambition de construire une grande école. Donc ça sera toujours un format un petit peu familial parce que c'est une école familiale qui est concentrée sur les valeurs et sur le bien-être des enfants. L'école primaire a désormais ouvert toutes ses classes avec des élèves représentant 13 nationalités différentes. Depuis sa création, l'école a sollicité une demande d'accréditation COBIS, Conseil des écoles internationales britanniques, dont la validation aura lieu au printemps 2024. Le reportage qui va suivre vous emmène dans les coulisses du gala du Festival des Étoilés. Alain Ducasse, Marcel Ravin, Yannick Aleno et Dominique Laury ont uni leur univers pour offrir un dîner de clôture d'exception. Cette troisième édition, organisée par la Monte-Carlo Société des Bains de Mer, aura permis aux convives de vivre un moment suspendu. Le récit de Justin Hadel sur des images d'Olivier Bonello. Les tables sont dressées. Les serveurs peaufinent leur déplacement. Tout doit être parfait. Pour ce gala de clôture organisé dans la salle Empire de l'Hôtel de Paris, plusieurs centaines de personnes sont mobilisées. Le tout pour un dîner à la lumière des 7 étoiles détenues par les chefs. Chacun a pu laisser son imagination envahir les assiettes. Dans l'esprit de ma cuisine, là, j'essaye d'amener une cuisine souriante, ensoleillée, avec des saveurs de cet ailleurs. On a choisi une volaille du Piémont qui sera rôtie et fumée. C'est une technique de cuisson qu'on fait dans les Antilles qui s'appelle boucané, servie avec un sabayon de patates douces et une raviolle d'herbes potagères avec un agrodolce de canne à sucre. Voilà, très simple. Marcel Ravin, Yannick Aleno, Dominique Laury ou encore Alain Ducasse, tous ont confectionné leurs plats mais aussi accueilli leurs clients, le tout dans une ambiance agréable malgré une réelle pression. C'est pas compliqué parce qu'on se connaît tous bien, c'est déjà la 3e édition et voilà, ça se passe très bien, tout le monde a donné tous ses besoins, on s'est très bien organisé et c'est un plaisir ce soir de faire ça entre chefs et copains. On attend Alain qui va pas tarder à arriver, mais oui, ça se passe bien. J'ai vu l'ensemble des plats réalisés par les collègues et ça va être une belle soirée.
Une belle soirée réunissant des convives de marque, parmi eux, leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène. La haute gastronomie est l'un des atouts de la principauté. Elle participe assurément à l'attractivité du pays. Justement, pour faire la promotion de Monaco auprès des professionnels et du grand public, la direction du tourisme et des congrès peut compter sur ses bureaux répartis dans le monde entier. Ses représentants sont actuellement réunis au One Monte Carlo. Bonsoir Guy Antonielli. Bonsoir Émilie. Vous êtes le directeur du tourisme et des congrès. Une fois par an, donc les bureaux de la DTC se rassemblent en principauté. Combien de personnes y participent et en quoi cette réunion est essentielle ? Alors nous réunissons nos 8 bureaux à l'étranger qui représentent cette année 17 personnes. Et cette réunion est essentielle parce que ça permet à nos bureaux de rencontrer les hôteliers de la principauté, les centres de congrès, les centres de conférences, de découvrir les nouveautés, mais la partie essentielle du travail est de mettre en place les plans d'action pour l'année prochaine. Alors quelle est cette feuille de route pour l'année prochaine ? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels un accent est mis particulièrement ? Alors, nous avons mis l'accent depuis quelques années à la direction du tourisme sur le marketing avec un niveau de réputation de la destination qui est relativement acquis un peu partout, un niveau de considération de la destination touristique et un niveau de conversion des ventes. La conversion des ventes se fait par les hôtels, par les centres de congrès, par les prestataires eux-mêmes et la direction du travail travaille sur la considération en tant que destination de la principauté. Il est important, Guy Antonielli, d'être à l'écoute des bureaux ? Alors c'est essentiel parce que c'est eux qui nous font part de l'état de leur marché, qui nous font part des grandes tendances sur leur marché et qui nous aident à comprendre comment fonctionnent ces marchés émetteurs de la principauté alors que nous ne sommes pas sur place. On le sait que les Américains, les Britanniques, les Français, les Italiens également figurent dans le top 4 des nationalités qui affectionnent particulièrement Monaco. Mais est-ce qu'il y a un désir aussi de toucher un public plus large que celui qu'on a l'habitude de voir venir ici ? Alors depuis de nombreuses années, les clientèles fidèles de la principauté n'ont pas beaucoup changé. Vous le disiez, cette année, les États-Unis et le Moyen-Orient sont en hausse. La France se contracte, l'Angleterre est en difficulté pour des raisons politiques et économiques. L'Italie a connu un beau sursaut, donc nous nous concentrons sur ces marchés-là, sur le marché du Moyen-Orient qui a été exceptionnel cet été et nous le travaillons de très près pour qu'il reste exceptionnel les années à venir. Mais non, nous n'allons pas démarcher des secteurs du monde en devenir comme peuvent l'être, mais ils sont très intéressants. Le Brésil, le Mexique, l'Inde, la Chine quand elle aura repris. Il faut savoir que la Chine aujourd'hui est toujours en dessous de 60% de tourisme émetteur. Et je ne parle pas pour la principauté, je parle en général. Nous nous concentrons aujourd'hui sur les clients qui peuvent venir dans les années immédiates, les mois et les années à venir immédiatement. Et les clients sont toujours au rendez-vous. Les derniers chiffres du tourisme en principauté restent encourageants ? Alors les chiffres sont très encourageants, même si en termes de volume, nous avons connu une baisse de 11% par rapport à 2019, mais en termes de chiffre d'affaires, une très forte hausse. Donc il faut trouver cet équilibre entre un tourisme de qualité qui ne nous amènera pas vers un surtourisme comme ont pu le connaître certaines destinations. Ce n'est pas ce que nous voulons, mais ce n'est pas ce qu'a connu Monaco et ce n'est jamais ce qu'a connu Monaco. Donc aller vers ce tourisme de qualité, mais avoir un volume également suffisant pour que tous les secteurs de la principauté qui vivent du tourisme, de la simple boutique de souvenirs à la sandwicherie, aux grands hôtels, puissent vivre du tourisme en principauté. Guy Antonielli, est-ce que Monaco a sa place sur la scène internationale du tourisme ? Alors Monaco a toute sa place et nous le voyons dans les conférences internationales auxquelles nous participons. Monaco, dès que nous annonçons être la délégation de Monaco, nous avons toujours des gens autour de nous qui nous demandent quelles sont les clés du succès. Donc Monaco est reconnu comme un pays qui a du succès, déjà en matière touristique, mais en matière de notoriété. Donc nous sommes reconnus pour ça et nous devons continuer à travailler pour entretenir ce succès. Ce sont les derniers échos que vous avez pu avoir, notamment lors de la dernière Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme en Ouzbékistan ? C'est exactement ça, Émilie. Donc, à Samarcande a eu lieu la 23e Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme, qui est une entité de l'ONU, où nous prenons la parole en tant que pays. Au Rwanda, c'était le World Travel and Tourism Council qui réunit le secteur privé et le secteur public.
Au Moyen-Orient, Sandrine Camia a conduit une délégation d'hôtels de la Principauté pour faire un roadshow, donc une tournée de 5 villes au Moyen-Orient. Monaco est toujours un phare je n'ai pas peur de dire vraiment un phare parce que tout le monde nous connaît. Mais aujourd'hui, nous devons faire comprendre aux gens pourquoi ils doivent nous connaître et pas seulement connaître le nom Monaco en l'associant à la Formule 1, mais connaître un peu plus tout ce que la Principauté a à offrir à nos futurs touristes. Eh bien, merci beaucoup, Guy Antonielli, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci Émilie, bonne soirée à vous. Dans le reste de l'actualité, le comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruption s'est réuni ce lundi après-midi au Novotel. L'opportunité de rappeler les principes directeurs sur lesquels repose cette stratégie, à savoir la prévention, la dissuasion, la coordination nationale et la coopération internationale. Au même moment, l'autorité monégasque de sécurité financière propose des sessions de formation sur le même thème, et ce jusqu'au 16 novembre au Fairmont Monte-Carlo. Le secteur du yachting, de l'immobilier, de la justice ou encore de l'automobile sont notamment concernés avec cette question en préambule: comment identifier et signaler un soupçon de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Vous le savez, l'année 2023 est marquée par les commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Plusieurs expositions sont encore à découvrir, comme la vision du prince au ministère d'État, le prince et ses animaux au jardin animalier ou un prince bâtisseur, une ambition pour Monaco, à la salle du quai Antoine Ier. Autre événement, Régnier III et la musique, une conférence-concert proposée vendredi soir au Théâtre des Variétés. Plus de détails dans ce reportage de Frédéric Elion sur des images d'Alban Gingembre. C'est l'événement le plus important organisé en principauté par l'Alliance française de Monaco depuis sa création en 1926. Une conférence-concert en 2 temps au Théâtre des Variétés, le Prince Régnier III et la musique. Après un premier acte le 6 octobre consacré à la musique savante, la partie 2, vendredi dernier, a mis en lumière les liens particuliers du Prince Régnier III avec la musique. Ce soir est une soirée beaucoup plus festive puisqu'il s'agit de musique traditionnelle, de jazz et de variété, avec des chanteurs, des orchestres très liés à Monaco qui ont bien connu le Prince Régnier III et que le prince appréciait particulièrement. Il a su remettre au palais les concerts du palais princier. Il a su remettre justement au niveau également du carillon sa touche et sa vision sur la tradition, comment il a voulu justement la transmettre, car c'était un prince qui a voulu œuvrer, c'est un prince mécène, c'est un prince musicien, et ce soir on va notamment voir qu'il se mettait à la batterie. On va avoir un témoignage justement d'une personne qui à ses côtés l'accueillait à la batterie. Tout au long de la soirée, des compositeurs ont proposé leurs hommages avec des créations inédites, des anecdotes et témoignages avec notamment Maurice Winitsky. Parmi les temps forts de cette conférence-concert, une surprise musicale jouée en avant-première et en exclusivité. J'étais en recherche de pièces musicales contemporaines du prince Régnier III et au détour d'un carton qui ne signifiait absolument rien de particulier par rapport aux autres, je suis tombé sur un texte en italien sous forme d'un poème et la signature de ce texte était celle du prince Régnier III. J'ai regardé vite les pages qui y suivaient et quelle fut mon heureuse surprise de découvrir un conducteur de piano. Ce poème a été mis en musique, orchestré et enregistré avec l'Orchestre des Carabiniers du Prince. Ce morceau sera à découvrir dans le cadre d'un double album qui sortira au mois de mars. Notre prochain invité se produit ce mardi sur la scène du théâtre Princesse Grace. Olivier Duverger-Vanek présente Seul, une pièce écrite et interprétée par le comédien et mise en scène par Alice Faure. Un seul en scène émouvant qui se veut être un message universel. Bonsoir Olivier Duverger-Vanek. Bonsoir Émilie. Seul, c'est l'histoire d'un homme qui a connu la solitude dès son enfance. Cette histoire, c'est la vôtre, hein ? C'est la mienne à 80% dans l'écriture. C'est moi qui ai écrit le spectacle. Je me suis effectivement beaucoup inspiré de ma vie et aussi j'ai pris des mélanges de la vie de ma maman et celle de ma sœur aussi, qui sont 2 personnes qui, on va dire, souffrent et qui ont souffert et qui continuent à souffrir de solitude dans leur vie, mais aussi d'autres choses. Voilà. Le sujet semble triste, Olivier, parce que vous parlez de choses graves, mais vous le faites avec humour sur scène, hein ?
Ouais, moi je pense que l'humour c'est la chose la plus importante au monde. Je pense qu'on peut tout dire avec humour. En l'occurrence, l'histoire c'est un personnage qui ça commence comme un stand-up en fait. Vous voyez, y a ce petit côté stand-up où le personnage arrive sur le plateau et fait des blagues pas forcément très drôles. Lui il se trouve très drôle et on se rend compte petit à petit que c'est cet humour-là qui l'a sauvé et c'est cet humour-là qui va lui permettre d'aborder des sujets beaucoup plus profonds, beaucoup plus durs aussi. Oui, est-ce que grâce à l'humour, ça rend la chose un peu moins déstabilisante de s'ouvrir ainsi sur scène ? Oui, mais du coup, ça peut être déstabilisant pour le spectateur et c'est ça, à mon sens, qui en fait un seul en scène assez unique, assez atypique. C'est ce qui ressort aussi des retours. Les gens, ils sont assez bluffés par ce spectacle parce qu'ils pensent vraiment, on est vraiment entre le stand-up et le seul en scène poignant sur la famille, sur la folie, sur la maladie. Et je pense que ce mélange-là fait que ce spectacle, comme je le disais, est assez atypique, ouais. Et vous le dites aussi, ce n'est pas une thérapie, hein. C'est un message universel que vous adressez sur scène. Ah, complètement. On n'est pas là pour... je crois pas qu'on doit souffrir dans le métier, je crois pas qu'on doit souffrir dans la création. Ça c'est important et je crois pas qu'on doit souffrir en tant que spectateur. On n'est pas là pour voir une séance de psy. Alors malgré ces sujets qui peuvent paraître assez durs, hein, comme je le disais, on parle de maladie, on va parler de l'hôpital psychiatrique, on va parler de famille d'accueil. Mais moi par exemple, la famille d'accueil, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Donc j'en parle pas du tout avec dureté. J'en parle au contraire avec beaucoup d'amour et cet amour-là et cet humour-là fait qu'on n'est jamais en psychanalyse. C'est pas un spectacle cathartique, c'est un spectacle qui se veut universel et qui doit parler à tout le monde. Ouais, la famille, voilà. C'est votre socle. C'est ouais. Moi, j'ai la famille, j'ai eu une famille, on va dire, compliqué, avec une maman qui était malade. Je suis allé en famille d'accueil et c'est cette famille d'accueil-là et le fait de changer de ma famille biologique qui a fait que je me suis ouvert, que j'ai réfléchi sur tous ces sujets et que finalement je m'en suis sorti. Donc il y a aussi ce questionnement-là, comment faire pour vivre avec un fardeau qu'on n'a pas choisi. Le spectacle, il va pas vous donner la réponse, hein, parce que la réponse, vous l'avez en chacun et chacune d'entre vous, mais au moins, il va permettre de se faire poser des questions, et c'est déjà le début de quelque chose. C'est pour cela que vous avez décidé d'écrire cette pièce, et d'en plus de se dire, je vais l'interpréter. Ouais, moi j'avais déjà écrit une première pièce avec 5 comédiens dans laquelle je jouais pas, qui était déjà sur l'atavisme, sur la famille, sur déjà le fardeau que l'on a sur les épaules. Comme quoi c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense qu'avant d'écrire peut-être des spectacles politiques, j'écris un spectacle de politique intérieure, la famille. Et là, ouais, c'est aussi pour ça que je me suis lancé, parce que je me suis rendu compte que mon histoire, peut-être j'avais besoin que ce soit moi qui la joue cette fois-ci. Vous êtes seul en scène, mais il y a quand même une voix qui vous accompagne, c'est celle de Marie-Christine Barrault. Hein. Oui, Marie-Christine, c'est une amie de longue date. C'est quelqu'un qui, en plus d'être une comédienne assez exceptionnelle, c'est quelqu'un qui fait énormément pour les compagnies émergentes comme la nôtre, qui accompagne beaucoup les jeunes. Et quand je lui ai demandé de faire la voix de cette marraine, de cette bonne fée un petit peu dans le spectacle, elle n'a pas hésité une seule seconde. Elle l'a fait avec plaisir et en plus, son texte est assez magnifique. Et il sera à découvrir donc demain soir, mardi, sur la scène du théâtre Princesse Grace, seul donc votre spectacle, Olivier Duverger-Vanek. Merci de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir. C'était un plaisir, merci à vous Émilie. Et un peu avant, la Roca Team accueillera l'Anadolu Efes à la salle Gaston Médecin. Fort d'une série de 5 victoires consécutives en Euroleague, les hommes de Sacha Obradovic comptent bien poursuivre sur cette lancée avec un groupe au complet. Et Léo Kobo tentera lui d'atteindre la barre des 1000 points inscrits en carrière en Euroleague. Mais l'Anadolu Efes reste un très grand nom du basket européen, vainqueur de l'Euroleague en 2019 et 2021. Le club turc a trouvé son rythme avec un nouvel entraîneur. Il sera donc un sérieux concurrent. Monaco Anadolu Efes, c'est ce mardi à 19h à Gaston Médecin. En tennis, Hugo Nys et son coéquipier Jan Zielinski ont remporté ce week-end l'Open de Moselle en double, tête de série numéro 1 de ce tournoi. La logique aura été respectée. La paire confirme également à Metz puisque c'est son 2e titre consécutif dans cet Open de Moselle. Place à présent à votre rubrique Ceux qui font Monaco. Ce soir, Christine Datomel, vous avez décidé de mettre en valeur la mobilité propre. Oui, et une fois de plus, c'est sur la promenade Honoré II que je vous retrouve, cette fois pour vous parler d'un concept bien particulier. Vous êtes nombreux à rouler 100% électrique aujourd'hui. C'est devenu un petit peu le moyen de locomotion indispensable sur les routes en principauté. Et aujourd'hui, c'est chez
Monaco Bike que nous vous retrouvons. C'était il y a 5 ans et donc on a commencé en ligne à se faire connaître avec des vélos un peu spéciaux comme ceux-là avec les grosses roues. Et il y a 1 an, du coup, on a ouvert cette boutique sur Monaco. Alors le vélo électrique, c'était un peu une évidence ? Sur Monaco, c'est vrai que c'est quand même mieux pour les déplacements. Il y a quand même pas mal de dénivelé. On force quasiment pas, les gens ils s'en rendent pas compte, mais c'est quasiment comme un scooter. Même en plein été, vous montez à la Turbie. Il y a certaines personnes, je leur dis vous montez à la Turbie sans problème. Ils sont impressionnés, mais vous pouvez faire encore plus de kilomètres. Bon, on fait un peu tout ce qui est mobilité électrique, vélo, skate, trottinette. Et on va faire toute la maintenance aussi, le SAV, que ce soit sur les trottinettes ou sur les vélos. Grâce au magasin, du coup, ça nous a donné un peu plus de maintenance à faire. Et c'est important pour nous de faire un suivi de nos produits. Quelles sont les différentes gammes de vélos que vous proposez ? Alors, on va avoir des vélos plus classiques, des VTC, donc pour se balader en ville, pour aller un peu à la montagne. On va avoir des fat bikes, c'est des modèles un peu plus fun, donc assez confort avec des gros pneus. D'ailleurs, c'est avec ça qu'on s'est fait connaître en partie. Et après, on a des petits vélos pliables aussi, qui sont sympas pour les bateaux, mais aussi pour les camping-cars, pour les déplacements, pour les gens qui partent en vacances. Et puis, vous faites de la location également ? Exactement, on propose un service de location. Donc, on fournit un vélo électrique avec panier, antivol, casque. Et ça permet aux gens de sortir un peu de Monaco, d'aller vers Saint-Jean-Cap-Ferrat ou même de monter à la Turbie parce qu'ils ont une bonne autonomie. Et on propose aussi avec siège enfant. Et ça coûte combien pour louer un vélo ? Alors 2 heures, on va être à 25 € et après c'est 45 € par jour, puis c'est dégressif suivant le nombre de jours. Ça permet aux locaux d'essayer les modèles sur 1 ou plusieurs jours et après soit ils passent le cap. Bon, en général, s'il y a essai, il y a achat. Le vélo électrique, c'est inné. Vous l'aurez compris, rouler à l'électrique aujourd'hui est indispensable pour notre planète, d'autant plus qu'avec un vélo, vous pouvez aller jusqu'à 25 km/h. L'autonomie est comprise entre 50 et 60 km. Donc, quoi de mieux que de s'offrir aujourd'hui un vélo électrique ? Alors, Monaco Bike est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. Il vous reçoit bien sûr pour vous présenter ses nombreux vélos ainsi que ses skates et ses trottinettes, mais également pour le service après-vente. Cette information à vous partager en cette fin de journal, la direction de l'environnement organise une collecte de lunettes de vue et de soleil du 21 au 26 novembre. Des caissons seront installés à l'entrée de la galerie commerciale de Fontvieille pour collecter vos montures. Elles seront ensuite remises à l'association monégasque Semeurs d'Espoir pour leur offrir une nouvelle vie et rendre service à des personnes qui en ont besoin. Monaco Info a lancé depuis 1 mois maintenant ses podcasts. Représentants politiques, économiques, acteurs du monde culturel ou sportif. Ils viennent au micro de Geneviève Berthy exprimer leur passion ou leurs espoirs, toujours en lien avec leur implication dans la vie monégasque. Vous découvrez à l'image les 3 nouveaux invités qui sont à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Le directeur du NMNM, Björn Dahlström, Donatella Campioni, présidente de l'association Monaco Aide et Présence, et Samy Sass. On rejoint à présent Christinda Thomel pour les prévisions météo. Quel temps est prévu ce mardi, Christinda ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, quelques passages nuageux sont prévus dans la matinée, mais ils disparaîtront l'après-midi. Les températures monteront jusqu'à 22 degrés, les minimales atteindront les 15 degrés. Le soleil se lèvera à 7h21 et se couchera à 17h08. Mardi, nous fêterons les Sidoines. Merci Christinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Vous le savez, cette semaine sera ponctuée par la fête nationale et les différentes cérémonies de remise de médailles. Retrouvez-les d'ailleurs sur notre antenne, dont le direct de la fête du Prince ce dimanche à partir de 9h25. On referme d'ailleurs ce JT avec des photos archives saisissantes de Charlie Gallo, prise il y a 20 ans. On y aperçoit le prince Régnier III entouré de sa famille, mais aussi l'ancien ministre d'État Patrick Leclerc. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.